Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, on doit se retrouver en direct. Nous, on a toujours un petit moment de timing avant de se retrouver en direct avec vous. Ben, déjà, bonsoir. On espère que vous allez bien et on est surtout très heureuse et heureux de vous retrouver pour cette soirée et ce premier ATA Live. ATA pour Art de la Transanalyse. Nous allons nous retrouver, donc voilà à peu près le timing, comment ça va se faire. Il y aura des Wutao Live, Ata Live consacrés avec Imanu et Paul. Wutao Live le premier mardi du mois et puis Ata Live voilà, le dernier mardi du mois. Maintenant, suivez un peu quand même la programmation qu'on annonce au fur et à mesure. Et puis des invités qui continueront à venir les mardis suivants, puisqu'il y aura Aruna Lipschitz qui sera avec nous pour le mois de décembre, et puis aussi Ramin Farghi et Xenia, et je vais pas, qui a un nom d'origine chypriote, et je ne voudrais pas écorcher son nom, donc du village de Pourgue et de l'école démocratique, qui seront là aussi au mois de décembre. Mais ce soir, Imanu, Paul, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Donc pour ce premier Ata Live, on va pouvoir plonger et nous immerger dans pas seulement des concepts, puisque l'art de la transanalyse est profondément empirique et expérientiel. Donc ça m'ennuie toujours de dire que c'est un concept, mais de pouvoir en tout cas évoquer quand même des principes philosophiques aussi qui contenus dans l'art de la transanalyse. Déjà, l'art de la transanalyse, pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas, Imanu, Paul, en quelques mots, comment ce soir, parce que je suis certaine qu'on le ferait dans une semaine, vous utiliseriez des mots différents. Mais là, ce soir, tous les deux, comment vous parleriez de l'art de la transanalyse, comment vous définiriez l'art de la transanalyse, qui est donc votre création? Déjà, le mot transanalyse, qui a été trouvé dans un moment d'échange ensemble avec Delphine, et c'est Delphine qui a fait jaillir ce mot quand on cherchait à définir ce que nous faisions dans nos accompagnements. Donc encore merci pour cette inspiration, Delphine. Et il nous a énormément plu tout de suite parce que il incarne un paradoxe, et un paradoxe absolument essentiel, qui est en fin de compte peut-être le fonctionnement de nos deux hémisphères, le fonctionnement féminin-masculin, etc., etc., c'est-à-dire le besoin d'analyse et le besoin de trans. Or, l'une des difficultés qui sont rencontrées sur les différents chemins qui préconisent plutôt l'un ou l'autre, c'est qu'ils glissent petit à petit dans une ornière du fonctionnement, dans un déséquilibre même, donc d'analyse, de précision, de rigueur, pourtant nécessaire, mais qui, si elle n'est pas à un moment, et si cette rigueur ou cette précision ne permet pas le voyage de la transe, le lâcher-prise du voyage, on n'arrive à rien. Et inversement, bien sûr, qu'une personne qui ouvrirait la porte du voyage, de la traversée émotionnelle, de la transe, etc., sans un moment verbalisé, sans la précision de l'intégration de son voyage par une analyse de ce qui s'est joué, par une compréhension, une intégration de ce que la personne a vécu, même si ce qu'elle vit, comme on le dit dans l'art de la transanalyse, c'est vrai, quel que soit le réel que l'on donne à ce qui a été vécu, sans ça, il y a un déséquilibre et une ornière qui se glissent dans l'un et l'autre chemin. Donc, ce qu'on a beaucoup aimé tout de suite dans ce mot-là, c'est d'un seul coup l'unification de ces deux fonctionnements si généralement séparés. Et donc, ça résume complètement l'art de la transanalyse, qui est d'oser le voyage, d'oser le lâcher-prise, d'oser la transe, pour pouvoir ensuite, sur le feu de la conscience, observer ce voyage, le partager, mais pas seulement, aussi le conscientiser, l'analyser, le comprendre, etc. Imanu, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Je dirais, ce que vient de dire Paul, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je dirais que dans le mot transanalyse, il y a tout ce qui vient d'être dit, et il y a aussi, bien évidemment,
tout ce que ça peut colporter ou tout ce que ça peut évoquer, de fait de faire se rencontrer deux mondes. Pour nous, c'était vraiment l'évidence qu'il fallait trouver comment, dans notre culture, rassembler ou en tout cas faire des ponts, du tissage, pour vraiment comprendre ce qui se produit. Moi, venant vraiment en plus de parents qui venaient des Antilles, c'est quelque chose que j'ai pu moi-même, je pourrais parler d'ethno psychanalyse ou je ne sais comment, je sais pas comment on peut dire, mais d'avoir vraiment cheminé pour comprendre ce qui était comme matière inconsciente véhiculée par tout mon arbre généalogique, que ce soit amérindien, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'européen aussi, tous ces mélanges, toute cette croisée des chemins que j'ai en moi, et que ça réunit. Je trouvais que tu avais vraiment après trituration, après des moments vraiment passionnants qu'on avait, d'échanges. D'un café et d'un chocolat. Et ben ça, c'était génial. Parce qu'il y a du plaisir aussi à faire émerger la créativité et qu'on ne s'arrêtait pas justement à quelque chose qui se coupait comme ça. Et puis vraiment, même au risque de surprendre, mettre trans et analyse ensemble, c'était un petit peu osé. Et ben, moi, ça me plaît tout de suite. Et puis, ben, du coup, je rajoute que ça m'a plu tout de suite. Au fur et à mesure du temps, c'était une évidence et un allant de soi qui s'est ajouté, de rajouter vraiment le mot art. C'était une évidence là aussi pour vous que c'était un art, que l'art de la transanalyse était un art de connaissance de soi. C'est comme ça que l'art de la transanalyse est devenu l'ATA, le premier A pour art, parce que la voie initiatique, le cheminement, la connaissance de soi, pour vous, ne pouvait être, tu as parlé de créativité, Imanou, ne pouvait être qu'un espace créatif, comme si le cheminement, la vie, était un champ d'exploration et de la créativité. Si cette nécessité-là, elle vient de l'adaptation au vivant et au vivant de la relation et de l'accompagnement. À partir du moment où l'autre est un particulier, à partir du moment où il est particulier, on ne peut pas appliquer une méthode. La méthode ne fonctionne pas. La méthode, c'est le rêve, c'est un fantasme. La méthode universelle qui fonctionne pour tout le monde. Pareil. Et c'est même presque derrière une idée d'une sensation de pouvoir. D'un seul coup, j'ai la méthode qui règle tout et je suis tout puissant. Donc, dogmatisme. Et donc, la notion d'art, elle est importante pour pouvoir s'adapter au vivant et aux particuliers. Et donc, quand on accompagne dans l'art de la transanalyse, on doit être ouvert à cette créativité, à cette inspiration qui fait que l'accompagnement que nous apportons à quelqu'un devient particulier. Et les moments sont absolument uniques et ne vont pas pouvoir, même s'ils enrichissent notre expérience, ils ne vont pas pouvoir s'adapter. Et on ne peut pas dire que ce qui a fonctionné avec une personne va fonctionner avec une autre. Ça n'est jamais la même chose et ça n'est jamais pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fond de compréhension important à avoir qui nous donne justement encore plus de liberté à se laisser à l'art de l'accompagnement. En ce moment, dans ce qu'on vit et dans ce qui se passe, il y a le même débat entre l'idée d'une certaine catégorie de personnes qui voudraient que la médecine devienne une science et les autres qui sont là à dire mais non, c'est un art et ça ne peut pas rentrer dans les chiffres, dans les analyses seulement. Il y a une relation particulière, il y a une relation à cet empirisme, et cet empirisme qui souvent est un petit peu dévalorisé et que nous revendiquons vraiment comme une connaissance. Il y a plusieurs connaissances et d'ailleurs souvent l'empirisme a développé et a été en avance. On l'oublie par rapport à la science. Donc, il y a plusieurs connaissances. Il y a la connaissance empirique, il y a la connaissance scientifique, qui d'ailleurs bouge et change sans cesse au fur et à mesure des progrès. Et puis, il y a une connaissance empirique qui, des fois, est un peu à côté de la plaque, a besoin de l'ajustement scientifique pour se réajuster, mais des fois et très souvent, cette connaissance empirique est en avance. Je prendrai simplement l'exemple de l'ostéopathie.
il y a 100 ans que l'ostéopathie est arrivée inspirée par une personne, il s'est laissé quelque part, il a osé croire à ce qu'il sentait dans ses mains. Et il a senti des mouvements. Petit à petit, on a appris, et récemment, aujourd'hui, la science prouve effectivement que ce qu'ils sentaient, ce que les ostéopathes sentent sous leurs mains, ainsi que d'autres thérapeutes manuels, fasciathérapeutes, etc., fasciapulsologie, ou simplement des masseurs qui posent les mains, et ben, en fin de compte, correspond au tissu conjonctif, c'est-à-dire les fascias. Et les fascias ont une anatomie particulière, une physiologie particulière qui correspondait à ce que sentait cette personne sous les mains, et d'autres peut-être même encore plus anciens, dans d'autres massages plus traditionnels. Moi, j'avais été très touché un jour dans un salon, dans un massage haïtien, où j'ai vu des femmes masser dans des spirales accompagnées, etc. C'était magnifique. Et là, ça vient d'une tradition encore plus ancienne qu'il y a 100 ans. C'est bien plus ancien. Donc, la connaissance, l'empirisme, la connaissance empirique est une connaissance. Ça, c'est vraiment important de l'affirmer aujourd'hui. Immanou, n'hésite pas. Dès que tu souhaites enchaîner, et sinon, vas-y. Non, j'avais envie de dire que c'est cette connaissance empirique. Il y a tellement de choses là parce qu'on est parti dans le mouvement et ça a à voir parce que c'est très large, hein, tout ce que nous faisons en ATA, en art de la transanalyse, l'art étant au cœur de ce qu'on évoque, aussi bien parce que les fascias qu'on vient d'évoquer, eh ben, ils vont nous donner notre forme, elle va être d'une manière transmise et un héritage aussi, mais elle va aussi contenir tout ce que nos émotions et ainsi de suite. Donc, elle va modeler notre forme et dans laquelle aussi, quand on est en train d'accompagner et chaque accompagnement, chaque facilitation, on va dire, parce on est le facilitateur de quelque chose, et ben ça peut pas se reproduire et c'est tant mieux parce qu'on est obligé d'être tout le temps et en permanence à l'écoute de la personne. On ne peut pas avoir notre bagage et en train d'appliquer quelque chose qui serait stéréotypé, cadré, et ainsi de suite. Et ça devient un art parce que j'ai toute ma subjectivité éclairée qui va venir regarder, poser un regard nouveau, complètement, je recommence à zéro quand je vois la personne. J'ai mon background, bien sûr, mais c'est un moment unique. Voilà. Et c'est à chaque fois un moment unique et c'est une création, entre guillemets. Mais c'est vraiment un art, parce on plonge avec la personne. On est au cœur de son univers et ce qu'on parlait de fascia, de forme et ainsi de suite, il y a des formes, il y a la forme dans laquelle elle évolue, même sa façon, sa corporalité, comment elle s'inscrit dans son environnement, tout ça nous parle en fait. Donc voilà. Immanou, tu as cité donc la thématique particulière pour cette soirée. Ça me semblait quand même essentiel de revenir sur l'essence de l'art de la transanalyse et son origine, et d'arriver sur la thématique de ce soir, et qui effectivement, ce que je perçois finalement à partir du moment où nous sommes plongés dans l'art, où on considère l'autre comme un être singulier, que ce qui est valable avec cette personne à ce moment-là, dans cette situation-là, ne serait peut-être pas la même chose le lendemain dans un autre contexte, etc. Et qu'il va y avoir une interaction d'ailleurs entre la personne qui facilite, d'être toujours à l'écoute et ne pas rester figé sur des a priori et des préjugés. Et ce qui nous amène sans doute, et ce qui vous a sans doute éveillé à développer cette idée d'une subjectivité éclairée, avec cette idée qu'il n'existe pas de perception objective. La science, d'ailleurs, rejoint aussi ça aujourd'hui. Mais par contre, on peut prendre conscience et éclairer notre subjectivité. Alors, ça nous a paru particulièrement essentiel aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en voyant dans des groupes, etc., qui se situent qui sont parfois perdus, désorientés par rapport au contexte actuel, et comment rester objectif, comment voir ce qui est la part de moi dans ce que je perçois,
où se trouve la réalité. Paul, tu as évoqué justement aussi dans l'art de la transanalyse cette différence entre ce qui est réel, ce qui est vrai. Donc, je vous ouvre le chemin et je vous laisse évoquer cette subjectivité éclairée chacun avec vos propres mots et votre expérience. Attends, Michael. Mais je t'en prie. D'accord, moment. Beaucoup de choses. Ouais. L'objectivité, la subjectivité éclairée. Nous avons un cheminement avec Immanuel qui a été, pour faire simple et rapide, de l'analyse reichienne au reversing, à la respiration holotropique, donc la psychologie transpersonnelle, et un intérêt, sans avoir eu de formation, mais plutôt par la lecture, à un moment sur la psychologie systémique. Donc, c'est des notions qui ont fait avancer énormément, en fin de compte, la relation à la connaissance de soi. Et dans l'art de la transanalyse, il nous est apparu, nous, dans nos cheminements, de ne pas être seulement ce que le calque de l'analyse reichienne, par exemple, définissait de nous. Donc, d'avoir un corps comme ci, comme ça, et qui définissait, en fin de compte, un caractère. Donc, suivant le type physique que vous avez, sa forme, vous avez des cuirasses particulières. Il y a des cuirasses molles, des cuirasses dures. Et puis, ça donne donc une forme, des formes serrées et tirées vers le haut, ou au contraire, des énergies un petit peu qui prennent un peu comme ça dans la largeur, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'art scénique, au niveau de la conception de masques, par exemple, où on va chercher les dynamiques d'une personne, les dynamiques dans le visage, qui fait que génération génération après génération, eh ben, les personnes vont développer un physique qui sont donc soi-disant une génétique, mais qui sont pour nous une relation à l'environnement qui s'établit en habitude et qui s'établit en loi ensuite, et qui vont donner donc des visages plutôt tassés ici, plutôt partir dans la largeur, ainsi que des corps, ou au contraire étroits, ou au contraire des yeux très profonds derrière, parce qu'il y a quelque chose dans l'environnement ici qui m'inquiète, et génération après par génération, eh ben, il va y avoir des caractéristiques de la forme qui se fait. Et donc dans l'analyse reichienne, on vous cataloguait comme ça, d'une manière juste, par une forme dominante ou une forme majeure. Et nous, avec Immanuel, ça ne nous satisfaisait pas, parce que notre expérience scénique d'artiste, dans le jeu, quand on dansait ou quand on jouait théâtralement, on voyait qu'une forme mutait. C'est-à-dire qu'un personnage, suivant le jeu de l'autre, suivant sa façon d'aller improviser avec moi, on voyait qu'on ne pouvait pas tenir une même forme. Et donc, on a vu qu'il y avait des mutations. Et ça nous a donné l'idée, d'un seul coup, de se dire, mais en fin de compte, dans ma construction caractérielle, c'est la même chose. Je ne suis pas que ça. C'est ça qui apparaît d'une manière majeure à un certain moment, mais autre chose de moi apparaît à un autre moment. Et donc, cette intuition nous a amené vers l'idée qu'il y avait des mutations. Et donc, on a ensuite exploré dans le jeu ces mutations, et puis on a vu que ça mutait. On a vu que je ne maintenais pas, en fin de compte, une tel type de forme et de personnage. Et puis, on a vu que ça mutait encore. Et puis, donc, on a essayé ça par la respiration, par le souffle. Et puis là, on a vu que ça mutait aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir une sorte de photo de notre construction caractérielle, parce qu'on a vu qu'il y avait un cycle majeur, et que ce cycle majeur, c'était une prise de photo de ce qu'on appelle l'ego. Parce que les pratiques orientales qui nous parlent de l'ego ne nous disent pas comment le photographier. Donc, nous, on a trouvé un peu cette prise de photo, cette caméra ou ce petit film un peu d'une construction caractérielle sous la forme d'un cycle qu'on a appelé la roue des personnages. Et donc, c'est là où on a vu, à ce moment-là aussi, dans cette révélation-là, en regardant par exemple la vie de Bouddha, d'un seul coup, on a osé mettre ce regard-là. Et dans la vie de Bouddha, on a vu qu'il n'y avait pas d'objectivité, et que même Bouddha, aussi éveillé, aussi illuminé dans le bon sens du terme qu'il n'est, il avait une histoire, et que cette histoire avait déterminé même sa clairvoyance et son illumination comme une couleur. Et donc, on peut voir que dans l'histoire de Bouddha, il y a quelqu'un qui, en fin de compte, naît avec un mensonge, avec une illusion. C'est-à-dire que sa mère meurt en couche,
et donc on lui cache cette réalité pour qu'il n'y ait pas de souffrance, et on met la sœur de sa mère, sa tante, comme mère. Et c'est sa tante qui l'élève. Et il se développe, il grandit dans un espace où on le protège de la maladie et de la mort, jusqu'au jour où il sort en désobéissant dans cet espace, de ce cocon, de cette matrice. Et là, lui vient la révélation de la maladie, de la vieillesse, de la mort, comme un choc. Et ce choc est d'autant plus fort qu'il réactive ce déterminisme de naissance, ce traumatisme de naissance, qui lui donne d'un seul coup un choc tel qu'il y a que tout est ébranlé et qu'il se met en quête à chercher une vérité ou voir la vérité qui lui avait été cachée en fin de compte. Et c'est là où il y a un déterminisme, une subjectivité éclairée, comme on le dit, mais pas d'objectivité. Et donc, d'un seul coup, on l'a vu dans notre propre histoire, pour chacun, avec Immanuel, par exemple, on débattait, mais non, c'est comme ça, mais non, c'est comme si, mais non, c'est comme ça, mais non, c'est comme si. Une respiration, et d'un seul coup, on disait, je pense que c'est comme si, parce que c'est mon déterminisme de naissance. Et Immanuel pense que c'est comme ça parce que c'est son déterminisme de naissance. Et donc, on a vu, et on est tombé dans cette relation qui aujourd'hui en physique quantique est prouvée, c'est-à-dire que la particule a tendance à répondre en tant qu'onde ou en tant que matière suivant l'interrogation du chercheur. Et donc il y a un lien et une relation qui fait que je ne suis pas objectif et qu'il n'y a pas d'objectivité. On a vu en ethnologie ou en anthropologie que l'observateur déterminait aussi ce qu'il observait et l'attitude et les comportements de la tribu, par exemple, ou de singes ou d'animaux qu'il observait. Et que je ne suis pas hors de l'expérience, je suis dans l'expérience. Et à partir du moment où je suis dans l'expérience, je suis agissant. Et donc, on est complètement dans cette idée-là. Et aujourd'hui, on s'est effectivement défait de la fameuse objectivité neutre, la neutralité objective de la psychanalyse freudienne, mais pas pour déplaire à Freud, pour lequel je porte de l'estime d'avoir retourné le gant à son époque et d'avoir osé observer ce que personne ne voulait regarder, et tout le monde ne regardait que l'extérieur, pensant, etc. Et il a été le premier. Mais il est important que ceux qui sont aujourd'hui freudiens acceptent qu'il y a eu Reich, il y a eu Jung, il y a eu Dolto, parce que souvent on l'oublie aussi, qui ont Lacan et d'autres qui ont apporté. Et il y a eu Alder, etc. Il y a eu donc beaucoup d'autres apports. Et puis, il y a eu la Stanislas Grof et la psychologie transpersonnelle, qui d'un seul coup a intégré des expériences dites transpersonnelles qu'on pensait avant être des bouffées délirantes, qui rentraient d'un seul coup dans des perceptions de mémoire qui dépassaient la réalité dite objective de la mémoire de l'individu que nous avions. Et en intégrant dans l'expérience ces réalités d'expérience comme vraies, quel que soit le réel qu'on leur accorde, et ben d'un seul coup, les personnes étaient guéries quand elles racontaient leur histoire. Mais pas seulement parce qu'elles racontaient leur histoire, parce que aussi l'autre qui l'écoutait, l'autre qui accompagnait, avait aussi ouvert son champ de perception dans une subjectivité éclairée et non plus dans une objectivité de cadre auquel il s'attache, qu'il croit, et tout ce qui sort est bouffée délirante. Et donc, d'un seul coup, ces personnes, parce qu'elles avaient quelqu'un en face qui intégrait ce champ d'expérience, simplement ça changeait la donne et faisait que d'un seul coup, elles ne se vivaient plus folles, puisque quelqu'un d'un seul coup intégrait en face d'elles son histoire comme pas folle, comme étant effectivement une focalisation de conscience ou une expansion de conscience. Et donc, tout ça nous a amené à affirmer haut et fort, avec respect pour les premiers, donc pour Freud et tous les autres, mais haut et fort que cette neutralité bienveillante est fausse. C'est-à-dire que notre expérience artistique et scénique nous ont aussi amené à vivre ça. C'est-à-dire que quand je joue avec Immanuel, cette écoute bienveillante, oui, bonjour, oui, alors violent,
Eh bien, ça, c'est un jeu de forme, c'est un jeu théâtral dans lequel, quand je joue en impro avec ça, avec Imanu, ça donne quelque chose qui est différent que si je fais « Ah oui, ah, génial ça !» Où là, je ne suis pas du tout neutre, je suis actif, je participe, je fais avec ce que je ressens, alors que dans la neutralité bienveillante, on essaye de ne pas écouter ce qu'on ressent le moins possible et d'apaiser, d'effacer ça. Alors que dans la Gestalt, par exemple, au contraire, on tient compte de son ressenti pour pouvoir dire à l'autre et le guider et l'aider. Mais là, comment le dire sans non plus projeter? Par exemple, dans la Gestalt, le problème de dire ça en disant l'autre, c'est est-ce que je suis suffisamment dans une subjectivité éclairée ou est-ce que je suis dans une projection? Est-ce que je me laisse aller à une projection ou est-ce que… Et là, oui, donc il y a besoin d'une subjectivité éclairée. Comment cette subjectivité éclairée apparaît? Freud en a parlé dans la supervision et la nécessité de la supervision, c'est-à-dire d'être toujours accompagné par d'autres quand on accompagne soi-même. Et aussi dans l'idée de savoir d'où je parle, qui parle, de quelle place. Est-ce que c'est quelle partie de ma forme, de ma construction caractérielle, là, rentre en résonance au point d'être activée et d'avoir besoin et envie de dire ça? Des fois, cette envie de la dire, elle va au contraire aider l'autre. Des fois, de la dire, elle va la freiner. Donc, tout ça demande une acuité que seule l'expérience donne. Pas seulement la formation et la connaissance, la formation, la connaissance, puis l'expérience qui nous permet d'affiner, d'ajuster pour avoir cette subjectivité éclairée. Et je terminerai juste aussi que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire qui parle. Dans la crise que nous vivons aujourd'hui, les médecins qui parlent, les médecins qui affirment telle et telle chose ne disent pas d'où elles parlent, malgré la loi qui devrait les obliger à annoncer leur conflit d'intérêts. Et les journalistes qui devraient demander les conflits d'intérêts ne les demandent pas. Et donc aujourd'hui, on a un flou où on ne sait pas d'où parle la personne, qui parle. Et donc nous avons fait le choix dans l'art de la transanalyse à nous montrer, c'est-à-dire qu'on se montre aux autres. On ne garde pas la réserve qui est demandée dans la psychanalyse freudienne, la distance, la réserve. Au contraire, on se montre, on raconte nos histoires. Les gens peuvent nous lire dans des livres, etc., savoir qui on est, afin de savoir d'où on parle, pour pouvoir ensuite, eux, faire le tri et se positionner. Voilà ce qu'est pour nous l'importance de la subjectivité éclairée. Imanu, pour toi, par exemple, pour savoir et pour trouver le chemin d'où tu parles, comment tu procèdes? Il y a un secret. Avec tout ce qui vient d'être dit, c'est un feu d'observance, j'ai envie de dire. C'est le fait d'avoir pris conscience de toutes ces parties, le fait d'avoir photographié, d'avoir la possibilité de photographier. J'essaie de revenir un petit peu en avant. Tu me rediras ta question parce que je pense que je suis en train de voir qu'en remontant, je commence à perdre mais vous allez voir. Il y a le fait d'avoir pris conscience qu'on avait une sorte de cartographie qui raconte notre histoire et que dans une journée, même avec des personnes, on n'est pas tout le temps on n'est pas tout le temps les mêmes, on bouge. Le fait d'avoir observé ça, comme disait tout à l'heure Paul, ça peut être des personnes, mais on n'est pas les mêmes tout au long d'une journée. Et donc, on se rend compte et donc on a photographié ce caractère qui nous caractérise. Ça ne veut pas dire que c'est une définition finie, mais c'était la possibilité de saisir quelque chose qui est insaisissable et qui joue à cache-cache. Et du coup, à partir de là, on est rentré dans cette observation, j'ai envie de dire, dans un feu d'observance qu'on appelle, c'est-à-dire quelque chose qui a la capacité de ressentir et sans émotion, sans mouvement, motion, le fait d'être en motion, mais qui va tout capter, qui va tout accepter. Et la qualité de ça, c'est de pas seulement percevoir la chose qui nous a animés, qui nous a contrariés ou qui nous a plu,
quel que soit, et qui nous met en mouvement. Et c'est de percevoir qu'on est tout le temps, tout à la fois. Et ça, c'est la particularité de l'art de la transanalyse. C'est pas de cheminer ou de traverser quelque chose qui nous dérange ou quelque chose qui nous plaît au plus haut point, parce que c'est toujours des notions très importantes dont on reviendra après, mais d'avoir cette compréhension que c'est pas parce on pose notre regard sur une partie de notre roue, d'une des personnalités, de notre caractère, que les autres ne sont pas là. Donc, c'est ma position au centre qui va être nourrie par le feu d'observance, qui n'est pas un observateur. Tout le monde peut observer des choses. Et d'ailleurs, on observe et puis on peut critiquer. Et la critique nous apporte que nous ne sommes pas dans le feu d'observance. C'est un état. On fait la différence entre une capacité d'observation, tout le monde peut l'avoir, mais un état d'observance, c'est totalement différent. Donc, il faut aller trouver cet état en cheminant sur ces différents caractères, sur différentes parties et particularités de notre caractère, qui ensuite, quand je suis en présence et que je veux cheminer sur quelque chose qui me dérange, j'aime pas tomber dans mon travers, ça me met dans tous mes états, je suis mal, et ainsi de suite, et bien tout de suite, ce qu'on a tendance à faire, c'est focaliser et oublier tout le reste. Or, forcément, je vais passer par l'autre côté, je vais faire le tour. Et pendant ce temps, que je suis focalisée sur une partie de ma roue, et ben les autres apprennent, les autres parties de mon caractère apprennent ce que je suis en train de tirer au clair. Donc, ça demande vraiment un axe et une qualité de perception, d'avoir cet état de perception qui a quelque chose de global, quelque chose qui va s'étendre sur une circularité qui va prendre en présence tout, et particulièrement ce qui est en train d'être vu, d'être partagé, d'être regardé, ainsi de suite. Donc voilà, donc je disais, voilà. Si je suis bien, c'est ce feu d'observance qui éclaire cette subjectivité innée. Oui, et qui va... Je dirais juste quelque chose pour illustrer ce que disait Immanou, c'est le fait de prendre conscience de sa construction caractérielle sous la forme de cercle. Le fait d'être là et de voir l'ensemble de sa construction caractérielle vous plonge dans un centre. Vous créez un centre qui n'existe pas sinon. Sinon, on tourne autour en périphérie, on passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Donc, le fait d'avoir perçu ça vous met d'un seul coup dans un état de perception très sensorielle très forte. On plonge dans l'œil du cyclone. C'est cet état-là qu'Immanou, je dirais, arrose et qu'elle a appelé ce feu d'observance. Et donc, pour définir cette qualité d'état qui me permet de voir à 360 degrés, ou si ce n'est pas voir, d'entendre ou de ressentir. Oui, même de ressentir, parce que tous nos centres, que ce soit l'émotionnel, la couche émotionnelle, notre corporalité déjà, complètement, elle va le percevoir. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est que le feu d'observance et l'état d'observance se reconnaît même physiquement, sensoriellement. Ça, c'est aussi important. Ce n'est pas juste une abstraction aussi subtile qu'elle peut être. Et c'est ça qui nous fait la différence entre l'observateur, qui est aussi qu'on peut amener dans la roue et qu'on peut voir aussi qu'on a une partie qui observe. Et heureusement, parce qu'on a observé plein de choses et que ça nous a servi. Mais ce n'est pas cela, c'est vraiment un espace vraiment particulier. Et quand on perçoit des choses dans cet espace-là, la réserve, elle est de faire avec la personne ou les personnes qu'on accompagne que des propositions. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais du haut d'une autorité, c'est une vie karmique, par exemple, ce qu'on peut entendre, c'est ceci, cela. Non, c'est faux. D'abord, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'y était pas. ou je ne sais quoi, ou une mémoire transgénérationnelle, ou liée à une constellation familiale qu'il faut faire parce qu'il y a ça, parce que c'est ton grand-père ou ta grand-mère ou je ne sais quoi, etc. Non, jamais. Par contre, quand on a ça, on peut faire des propositions. Et on voit comment la proposition, comme là, c'est plus notre expérience scénique d'artiste. C'est-à-dire, quand j'improvise au niveau de l'art, je fais une proposition. Comment l'autre la prend et la prend pas? Des fois, on fait des propositions, ça tombe. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas.
Donc, en tant que comédien ou danseur, on fait une proposition, l'autre ne la prend pas. On fait une proposition, et puis d'un seul coup, il y en a une, paf, qui prend, et l'autre, et il y a quelque chose qui arrive. Et ben, c'est exactement la même chose dans l'accompagnement et pour faciliter le chemin de la personne, d'où le mot facilitateur et facilitatrice, qui aujourd'hui résonne bien en français. Il y a 20 ans, ça faisait bizarre. Et ben, on fait une proposition, et quand cette proposition touche, émeut la personne qui est en face, là, il y a du vrai, quel que soit le réel. Notre pendule de mesure, c'est juste qu'est-ce que ressent. Si la personne ressent un sentiment, une émotion à telle proposition, c'est qu'il y a du vrai. Et là, on tire le fil avec la personne. Tout simplement. Et c'est important d'avoir cette réserve-là. Ce n'est que des propositions, c'est jamais des vérités. Mais du coup, je reviens aussi à l'état de feu d'observance pour qu'il y ait cette posture intérieure, cet état intérieur, parce que si on dit posture tout de suite, j'ai l'impression moi que ça me fige. Oui. Donc, c'est un état, on pourrait dire que c'est un état de disponibilité aussi. C'est un état global de perception sensorielle globale et un état de disponibilité. Aujourd'hui, oui, le mot le plus juste serait un état de vacuité. De vacuité, oui. Ça serait, oui, total. C'est pour ça que j'insiste. Disponibilité potentielle. Ouais. Oui, parce qu'on ne sait pas il n'y a pas d'intention dans cet espace-là. Il n'y a aucune intention qui est posée. Ça ressemblerait à ce que recherchent certains ostéopathes dont on a entendu parler, qu'ils appellent ça le toucher, le point zéro. Non, c'est pas le point zéro. C'est comme l'ostéopathe. Ils ont une pratique où ils posent les mains ils ne font rien. Comme un point d'appui, c'est-à-dire qu'ils posent les mains en donnant un point d'appui très léger, et ils essayent, et tout leur chemin, c'est de rien faire. Par exemple, quand vous mettez les mains, alors moi, quand je mets les mains sur quelqu'un, j'aime bien plutôt retrouver de la spirale, faire des choses, etc. Et d'une manière complètement spontanée et par hasard des fois, j'ai même donc réduit des entorses et permis des guérisons, etc., des douleurs comme ça. Je n'ai pas envie de m'installer et de reproduire ça, et j'en suis même incapable. Ça vient simplement des fois, comme ça par hasard. Mais j'aime bien quelque part suivre des mouvements et triturer ce que je ressens de la résonance du mouvement des fascias ou de l'empêchement de ce mouvement. Dans ce courant ostéopathique, il cherche au contraire à ne rien faire. Ils posent les mains et tout leur cheminement, c'est de non, rien. Donc, d'être vraiment dans une subjectivité éclairée la plus neutre possible. Et quand ils touchent cet état-là, ça devient un point d'appui pour l'autre. Et c'est l'autre dans ce point d'appui qui va d'un seul coup vivre un mouvement et vivre un processus. Eh bien, je crois que c'est ça qu'on cherche dans l'accompagnement dans l'ATA. Et vous avez trouvé un chemin. Il y a plusieurs chemins qui sont proposés en ATA pour aller contacter aujourd'hui ce feu d'observance. Le miroir, la purge, le masque neutre, etc. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Si ce n'est pas seulement un constat, c'est qu'il y a un process expérientiel. Non, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas seulement un constat. Ah oui. C'est aussi qu'il y a qu'un chemin existe pour y accéder. On a plusieurs arts, comme on dit, puisque nous parlons d'art, plusieurs instruments qui vont process qui vont nous permettre de, selon d'où on vient, selon nos difficultés, selon notre caractère prédominant, pour faire apparaître un petit peu tout, eh ben on a des process et des instruments qui nous permettent de cheminer, que ce soit ce que tu viens d'évoquer, que ce soit... on a un cheminement pour installer ce feu d'observance qui commence quand on accompagne, en particulier avec des personnes, sur un cheminement avec un miroir. Avec un miroir, ça c'est la base. Le chemin avec un miroir permet d'installer chez la personne qui donc pratique avec nous. Nous, on se met à côté d'elle en accompagnement, et la personne commence à se regarder, et en se regardant,
des fois, déjà là, il commence à se passer des choses. Simplement de se C'est poser. simplement d'être devant un miroir et de prendre le temps d'un seul coup de se voir ou d'accepter de se voir et pas seulement de se regarder. Et ben il se passe déjà des choses pour certains très très vite parce que ils n'ont jamais pris le temps ou alors c'est tout de suite pour se maquiller, s'arranger, voilà. Regarder si on est bien apprêté, etc. Alors que là, on prend un temps, on prend juste ce temps, un temps et on commence à se regarder. Et on laisse ce temps-là. Et donc, dans ce temps-là, on demande à la personne des fois d'écouter ce qu'elle ressent, de sentir ce qu'elle ressent, de nous le partager sans quitter le miroir et l'observation dans le miroir. Et petit à petit, donc, ça permet d'installer une non-dépendance avec nous, c'est-à-dire que ce n'est pas Paul et Immanuel ou les accompagnateurs d'ATA, c'est-à-dire d'art de la transanalyse qui voient pour la personne et à la place de la personne, c'est elle qui commence à accepter de voir. Puis en acceptant de voir, d'accepter de partager, c'est-à-dire de nous dire, sans quitter le miroir, ce qu'elle voit d'elle-même. Et déjà là, donc, c'est une manière de commencer à développer cet espace en soi qui accepte de voir et qui accepte de le dire. Parce que ça aussi, c'est une notion importante. Je peux accepter de me voir tout seul chez moi dans ma chambre, ça ne changera pas forcément des choses parce que je le vois et je me vois et j'accepte de me voir, mais toujours caché. Alors que quand j'ose me voir dans le miroir tout en le partageant à quelqu'un, ça change. Et ça vient de l'art. Parce que dans l'art, quand je monte sur scène et que je me donne à voir, je suis généreux de ça. J'accepte d'être généreux et j'accepte de ne plus me voir moi tout seul. J'accepte que l'autre d'un seul coup va me voir dans des espaces qui ne sont pas forcément faciles pour moi. Et donc le fait de commencer eh ben, cette pratique sur le miroir, sur la psyché, en plus le nom est extraordinaire. On s'est dit c'est génial. C'est extraordinaire. Et donc ça, c'est un des cheminements pour pouvoir installer un peu ce feu d'observance. Et généralement, on fait une dizaine au moins de training autour de ce miroir pour que la personne intègre cette capacité et cet état. Ce moment, il est privilégié parce que là, on est témoin pour la personne. Et elle va parler, elle va tisser justement ce côté très spécifique et très spécial qui va être, elle, dans son regard subjectif. Et rien ne va être jaugé ni jugé. Elle va parler d'elle, de ce qu'elle voit ou ce qui lui semble voir. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça qui va commencer à faire une sorte de petit espace d'accepter et de cheminer et de pouvoir parler librement ou se rendre compte qu'elle a du mal à parler. Mais tout ça est OK. Parce qu'en fait, c'est vraiment, comme disait aussi ça, c'est très important, c'est cette relation à soi et pas à ceux qui facilitent à côté et autour, mais qui permettent quand même ce rendez-vous pour que cela existe. Donc ça, c'est vraiment, là, on intègre vraiment de faire partie de cet espace parce qu'on propose cet espace-là. Et la personne, elle, cheminer tout doucement à son rythme et commencer à regarder. Et puis on disait, la psyché, oui, on aime bien aussi parce qu'il y a toute une métaphore aussi, toute une symbolique, la psyché. Voilà. Et puis quoi, le regard, c'est les portes de l'âme. Donc il y a tout un acquis d'inconscient collectif sur lequel quelque chose va pouvoir se poser et que quelque chose va se glisser, la personne va rentrer en relation avec elle. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est profond. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Et puis dans le cadeau, aussi, je pense tout de suite à la présence, parce qu'aujourd'hui, il y a l'art du Wu-Tao que vous avez co-créé, il y a l'art de la transanalyse que vous avez co-créé, l'ATA, qui pourrait paraître deux arts différents, séparés par simplement le fait qu'ils aient deux noms différents, mais en réalité, c'est une seule et même émanation, manifestation de connaissances. Et on va pouvoir retrouver aussi dans ce champ du miroir pour accompagner, pour faciliter, pour que ça soit la disponibilité, la présence, l'hyperprésence, Immanuel, dont tu parles en Wu-Tao, et puis la présence du mouvement primordial du déploiement de l'onde et du souffle. Absolument.
pour ramener au deuxième livre de Wu Tao, qui est le souffle du Wu Tao, il y a vraiment cette idée dans l'art de la transcendance elle-même, et finalement dans ce moment d'hyper-présence et d'hyper-écoute, peut-être d'hypersensorialité, tous les sens sont là, Bien sûr. sont là. Cette vibration ondulatoire et de souffle qui est un principe d'intégration, d'accueil, d'acceptation. Transformation, on n'y est peut-être pas tout de suite, mais Oui, c'est en chemin. c'est en chemin, mais il y a tout ce process qui se fait, et donc ces allers-retours, une qualité dans une présence en Wu Tao va pouvoir aussi donner une qualité de connaissance de soi. Si je le résume, Bien sûr. ainsi. C'est comme si, et puis quelque part, justement, pour ne pas entretenir de dichotomie, c'est vraiment même pas croire qu'on est différent, puisqu'on est les co-créateurs de ces arts, et que bien évidemment, c'est comme trois élites d'un ADN très particulier qui se trouve, tout à l'heure j'en évoquais tout au début, je parlais que c'était dans les tissus, c'était dans la forme, voilà, qui était à la fois de l'héritage, comme disait Paul, ça nous vient des grands parents ou des arrière-arrière, la forme dont on va hériter. On sait même aussi qu'on peut très bien trouver aussi, et c'est la science aussi maintenant pose le lien, qu'on peut trouver dans un utérus des marqueurs qui vont faire qu'on va vivre des choses. Donc, tout est relié dans notre corporalité, et tout, effectivement, avec le souffle, l'onde qui va circuler, qui va défroisser. Simplement, on a ce principe d'intégration, c'est-à-dire d'accepter totalement ce qui se produit par la respiration, en tout cas par une action délicate sur notre souffle à ce moment-là, devant le miroir. Et donc ça, c'est vraiment... C'est de la beauté, et c'est pour ça qu'on rejoint peut-être le thème de l'art, c'est de l'ordre vraiment de la beauté, et c'est éveiller l'âme du corps dans la connaissance aussi, de soi, et par d'autres chemins. J'ai une question quand même par rapport à ça, et quand on a conscience de cette subjectivité, qu'elle est éclairée, il y a parfois cette ornière dont vous parlez, qu'on peut retrouver, ça sera le sujet aussi d'un autre thématique data autour de la relation initiatique, qui est que comment, et particulièrement je recontextualise dans ce que nous vivons aujourd'hui, à partir du moment où je commence à prendre conscience que tout ce que je perçois raconte une part de moi, qu'il y a mon filtre, comment j'agis, comment je trouve le chemin pour ne pas freiner l'action, et d'aller quand même de la prise de conscience, de la révélation à l'action, et de ne pas devenir en rétention d'action. Alors, je voudrais revenir juste un tout petit peu aussi à dire que les points de contact entre le Wu Tao et l'art de la transanalyse sont, par exemple, pour le Wu Tao, nous affirmons qu'un geste manquant est un comportement manquant. Donc, donc ça, c'est une notion importante. Donc, je ne progresse pas en me réfugiant dans une conception biomécanique de ma corporalité, et donc en répétant pour simplement améliorer la perfection ou la performance du geste, mais pas forcément sa conscience. Donc, dans le fait, qu'est-ce que évoque ce geste? Donc là, je suis plus sur le corps poétique lié à la scène artistique que seulement sur un corps sportif performant, très biomécanique, dans lequel cet aspect-là n'est pas là. Donc, dans l'idée d'un corps poétique, un geste manquant est un comportement manquant. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. Et donc, ma fluidité, c'est-à-dire ma capacité en tant qu'artiste comédien à être suffisamment fluide pour pouvoir prendre différents corps, différentes formes, donc différents caractères, puisqu'il y a un lien entre la forme et le caractère. Si je suis comme ça, eh ben, tout de suite, ma voix... ça donne envie. Quoi. Reste pas trop longtemps, Paul. Non, merci, s'il te plaît. Et si par contre je suis très comme ça, un peu serré, un peu comme ça, le rythme, le son de ma voix, tout va être différent, etc. Donc c'est la résonance et la forme va créer le fond. Donc ça, c'est une notion importante, et c'est les points de contact avec donc
le Wu-Tao avec la fluidité. L'autre point de contact, c'est la respiration pulmonaire, l'onde et donc le chant du souffle. Comment cette forme respire? Comment cette forme caractérielle de Marou des personnages, pour prendre un aspect seulement psychanalytique, comment elle respire? Et peut-être qu'en faisant bouger cette façon de respirer, je commence à faire bouger cette forme et à l'inciter à muter. Donc voilà, donc les points de contact sont un peu tout ça, et il y a effectivement, c'est des portes d'entrée différentes, et bien sûr que tout est lié à un moment, et qu'il est bon de passer de l'un à l'autre pour progresser dans l'un et l'autre. Donc voilà. Après, l'autre partie, ce que tu avais demandé, si tu veux bien me le rappeler. Si tu t'en souviens. C'est juste qu'il pouvait y avoir une ornière Voilà, ça y est. qu'on retrouve plus particulièrement dans la relation initiatique, qui est que si je prends conscience que tout ce que je perçois est subjectif et passe par mon filtre et raconte quelque chose de mon histoire, je peux être en rétention ensuite pour passer à l'action et rester au bord. Donc, est-ce que vous avez des pistes à nous offrir pour ne pas rester en réserve, et peut-être particulièrement aujourd'hui? Alors, oui, éclairer sa subjectivité, ça ne veut pas dire ne pas agir. Ça veut dire agir consciemment. Ça veut dire savoir d'où j'agis et qu'est-ce que je remplis, qu'est-ce que je nourris quand j'agis. Et donc, ça incite par contre à prendre un temps qui aujourd'hui est important, mais qui ne doit pas être éternel, parce que sinon, je vais manquer le rendez-vous. Donc, que ce soit pour un rendez-vous amoureux, que politique, etc. Donc, comment j'essaye de voir? Eh ben, je prends un temps où je vois comment je suis réactif, où je vois comment, en me posant la question, quelle est la forme de ma construction caractérielle, de ma roue des personnages qui ressent ça? Est-ce que je peux arriver à voir à qui ça appartient dans mes différentes adaptations de personnalité, donc mes différents masques. Je rappelle que le mot personnalité vient du latin persona qui veut dire masque. Donc, quand je sais ça, déjà, il se passe quelque chose. Et ça, je dis bien pour aussi bien un rendez-vous amoureux, parce que je suis séduit par une rencontre, que une envie d'un seul coup de voyage et de vacances. Je m'interroge et j'ose m'interroger, et je m'engage même à m'interroger en me disant, mais qui de ma construction caractérielle, ça vient d'où? Ça vient d'où? Et une fois que ça vient d'où, je m'interroge et je prends du temps, et peut-être simplement en prenant un temps, je respire un peu. Je prends un petit temps de Wu-Tao, de chant du souffle, et je respire, je défroisse. Puis je reviens à ça, voilà. Est-ce que c'est toujours là? Est-ce que c'est toujours là de la même manière? Est-ce que c'est un petit peu différent? Ah tiens, c'est un peu différent. C'est moins pressant. C'est moins pulsionnel. Ah, c'est intéressant. Et puis, je vais retourner dans la forme qui a priori, avait cet impulse-là, et donc, je vais commencer à voir comment, si je la fais respirer, est-ce que ça se transforme et vers quoi ça va? Et si ça se transforme un peu, vers quel nouveau désir ça va? Est-ce que c'est un désir en accord avec celui au début? Ça a complètement changé? Ou tiens, c'est plus, je sens que c'est plus vers quelque chose de plus ouvert. Et là, c'est important d'oser faire tout ce chemin-là avant d'agir, mais de s'engager à faire ce chemin-là en s'engageant à agir au bout. Parce que le piège, c'est de faire ce chemin-là et après de ne pas agir. C'est-à-dire de ne pas téléphoner pour demander un rendez-vous à sa belle ou à son beau, de ne pas téléphoner ou de ne pas se renseigner pour aller avec un groupe, agir, manifester, faire une lettre, une publication pour affirmer ce que nous pensons, pour dire non ou stop à quelque chose que je trouve d'intolérable, d'inadmissible. Et donc, c'est vraiment important de s'interroger pour éclairer, puis ensuite d'agir. Et je dirais même de n'éclairer que si je m'engage à agir au bout. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? J'aime beaucoup donner cet exemple-là quand on enseigne avec Immanuel, qui est quelque chose m'énerve chez Immanuel, que je constate, c'est que Immanuel, tu as les cheveux frisés. Décidément, depuis toutes ces années. Ben oui.
Et donc, quand je dis ça à Immanou, et si je lui dis ça comme ça, avec cette charge-là, bah bien sûr qu'elle va m'envoyer chier. Elle va me dire, mais qu'est-ce que qui tais-toi, Oui. va te faire foutre, etc. Et elle aurait bien raison. Je parle comme ça. Mais si, par exemple, je prends un temps où je me dis, tiens, qu'est-ce qui Pourquoi se ça passe? m'énerve? Pourquoi ça m'énerve? Je vais donc prendre ce temps-là. Je vais voir que Je c'est voudrais que tu trouves quand même. une forme qui, voilà, qui a vécu des choses avec des créoles quand elle était enfant. Je dis n'importe quoi, là, hein, ça n'a rien à voir. Et que j'ai gardé une animosité, quelque chose qui est toujours réactionnel par rapport à ça. Eh ben, je ne vais pas supporter ou je vais dire à Immanou qu'elle a les Pourquoi tu avais cheveux les cheveux frisés, frisés? mais au travers de ça, il va y avoir cette charge-là. Eh ben, quand j'accepte de la conscientiser, de la voir, de la respirer, d'un seul coup, peut-être de la pleurer ou de l'énerver, de vivre cette colère que je n'ai pas vécue, de m'adresser à ces personnes en disant merde, putain, etc., de pouvoir exprimer ça dans un contexte, pas dans la vie réelle, dans un contexte initiatique, dans une scène initiatique, dans un espace initiatique transpoétique. À ce moment-là, quelque chose après ce petit voyage-là va être transformé. Et je vais pouvoir revenir et dire à Immanou, ah ben, Immanou, tu as les cheveux frisés. Ben oui. Et alors là, Immanou, ça n'est plus, bah oui. T'as remarqué? Et puis, ils te plaisent, bah, etc. Et ça va être complètement une autre relation, un autre devenir et un autre avenir. Et donc, à ce moment-là, comme le dit d'ailleurs Philippe Guillemant et Philippe Bobola, eh ben, on infléchit l'avenir. C'est-à-dire que ce chemin-là fait que le devenir de cette réflexion change le monde. Et que cette présence à cet instant présent infléchit l'avenir. Et ça, c'est une autre partie de l'art de la transanalyse, de l'ATA, qui s'appelle les messages de vie, où je prends conscience que je suis l'œuvre créateur du monde et que cette œuvre créateur du monde et cette présence consciente à l'instant présent changent le devenir. Mais pour ça, je dois me retourner, entendre la mémoire ancestrale qui m'imprègne de mes ancêtres, et qui est là aujourd'hui, ici et maintenant en moi, et comment elle influence les générations futures. Quand j'accepte ce chemin-là, et que je change ça, que je change cette imprégnation, que j'utilise mon libre arbitre pour intervenir et changer cette mémoire, et ben à ce moment-là, l'induction dans les générations futures change. Et donc le futur change. Par ma simple prise de conscience, par mon simple état, là, mais état qui a conscience que je suis au carrefour de ça, que je suis entre le passé et le présent, et Philippe Guillemant dit même que même le passé change. Oui. Alors on va dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe quand je le fais en moi? Quand en moi, je change les messages de vie de mes ancêtres, et que d'un seul coup, mon état et ma relation à ma mère, Georgette, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui a été pourtant lourd, et avec lequel je m'amuse aujourd'hui, mais quand je change ça à l'intérieur de moi, quelque chose change du passé. Quelque chose instantanément. Je ne suis pas dans cette même, dans cette même obligation de temps. Dans ce même continuum. Et d'un seul coup, je suis là dans l'instant présent à faire se rencontrer tous les temps. Et quand je fais se rencontrer tous les temps en moi, et quand j'ose agir, je transforme. Et des fois, il y a des choses même assez miraculeuses. Quand une personne vit ça, d'un seul coup, elle sort dehors et des choses changent. On va appeler ça la magie, etc. C'est pas de la magie, c'est un changement qui a été une opéré. perception du réel qui n'est plus soumis à une obligation du temps linéaire. Je ne vais pas dire là-dessus. Je trouve que c'était... voilà, c'est beaucoup de choses, hein. C'est très riche. Vous voyez, l'art de l'analyse, c'est extrêmement riche et ça se déploie vraiment, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on souhaite la transmettre, que c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment
et que c'est un art. Hein. Mais il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, et juste avant qu'on fasse ce pont sur le, sur ce temps dans lequel on peut réunir tous les temps et on n'est pas obligé de suivre le temps dans lequel on était projeté, j'ai envie de dire, à partir du moment où on se retourne, on s'arrête. Et je voudrais revenir juste un petit peu avant. C'était cette idée de ce que tu disais, Delphine, c'est-à-dire comment ne pas être coupé et dans l'élan. Et ce qui était évoqué, c'était aussi ce qui me revenait, et c'était le fait de parler de cette nudité caractérielle. Cette nudité caractérielle, c'est ce qui nous permet de faire tout ce chemin. Du moment où on est devant ce miroir, où on va commencer à se voir, à apprendre à se voir et à se regarder, on va plonger notre regard et on va ressentir ou sentir qu'on ne ressent pas. À partir du moment où on s'engage à témoigner cette chose que disait si bien Paul, que on se doit d'abord de regarder chez nous qu'est-ce que ça fait résonner avant d'aller parler, et ben c'est profondément un engagement de cette nudité caractérielle auprès duquel on s'engage à tout moment et tout le temps, et en même c'est comme si on se déshabillait de nos oripeaux. Plus on avançait et plus on était capable de devenir vraiment dans une nudité face aux uns, face aux autres, avec ce qui nous a mis dans une situation de toutes sortes de blessures et ainsi de suite, de non-contact, non-regard, maltraitance, violation, enfin bref. Et du coup, quand on est vraiment, on dit « Ok, je m'arrête, je regarde. Ok, j'y vais, je regarde. » Mais je me présente aussi comme ça. Je me présente à l'autre dans cette nudité caractérielle. Donc, dans ce qui se produit en ce moment, je me dois d'aller regarder tout ce qui va me déranger, par exemple, avec tout ce qui se passe. C'est où chez moi? C'est quoi chez moi? Ce qui ne va pas m'empêcher de dire « Bon, ma main, je ne te dis plus rien. » Non, je vais aller regarder sur quelle partie subtile ça s'ancre et exactement à quel endroit et de quelle manière spécifique dans mon histoire ça prend en résonance. Et ensuite, j'acte. Et ça, c'est vraiment essentiel. Mais j'aime vraiment ce rapport à la nudité caractérielle de soi à soi pour que ça me donne la puissance de mon action. C'est pas pour m'empêcher de pas acter, et même, je dirais, la générosité d'acter et la générosité d'aller parler. Et là où c'est important, c'est que ça ne va pas détruire l'autre. Au contraire, ça va donner du meilleur dans la relation à l'autre. Donc, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Et en plus, et ça permet aussi de vérifier que si ça abîme la relation, s'il y a quelque chose qui ne peut pas, c'est qu'il n'y a pas une grande justesse. Et je dois m'interroger ou m'ajuster. Et c'est pas grave si ça prend plus de temps. L'idée étant que j'acquière de la nudité, de la légèreté, de la présence à l'autre, et que je transforme tout ce qui opacifie, tout ce qui épaissit et tout ce qui va entraver ma relation à l'autre, y compris dans le monde et avec tout ce qui se produit, et avec on est sans arrêt, j'ai envie de dire, challengé. Et comment garder cette qualité de présence et de voilà. Ce qui me vient à l'esprit, c'est de nudité caractérielle. Pardon. Oui, tu disais, pardon. J'entendais donc comme si ça devenait un don de soi intégral. Et dans le mot intégral, il y avait à la fois intégral total, entier, complet, mais aussi intègre. Complètement. Avec une intégrité, le fait de faire cet acte et d'aller dans cet espace réflexif et de le redonner était quelque chose de l'ordre d'un geste et d'un acte intègre vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis du vivant. Complètement. Et ça a même quelque chose de je fais vers moi, je retourne à moi pour ressentir ce qui empêche la relation. Donc c'est vraiment en réalité c'est profondément généreux. C'est pas du tout quelque chose d'égoïste. C'est pas quelque chose qui va enfermer, qui va distancer avec l'autre. Et si jamais dans la vie, au fur et à mesure du chemin, ça arrive, c'est que je me suis plantée. Et là, il faut le reconnaître. Je me suis plantée, je me suis
je me suis raconté une histoire et j'ai même créé quelque chose qui est absolument faux. Et donc, il faut même avoir cette humilité de se dire waouh, 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 où est-ce que je suis allée, et ainsi de suite, et reprendre. Eh ben, je reprends le métier sur le, et sur le, à tisser et je regarde où est-ce que ça a déconné, où est-ce que j'ai pas été dans cette simplicité de cette action-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un don de soi, c'est vrai, profondément, un don à l'autre et même une promesse que je réussisse à être avec la multiplicitude des êtres. Voilà, sans que j'interfère dans son univers, mais que je communique avec l'autre en respectant et en me respectant et en le respectant. Pour moi, c'est le grand kiff, ce serait d'arriver à ce que on arrive vraiment à ça. C'est le monde de demain, ça s'appelle le grand kiff. Il y a non, mais je suis une... Et 19h30, il est passé presque 8h moins 20, je vous le dis. Ouais, il va être vraiment temps de clôturer. Pour cette soirée. On clôture. Paul, vas-y, Paul, tu peux finir ce que tu avais envie de dire. On a le temps. Je vais juste dire que la prise de conscience de sa roue des personnages, donc de sa construction caractérielle, contenait aussi un trésor, c'est-à-dire que dans le feu d'observance, puis la prise de conscience, puis le jeu, puisqu'on dit une phrase importante dans l'art de la transanalyse, dans l'attaque, qui est « ce que je joue de moi ne se joue plus de moi ». Donc là, on est complètement dans la suite de la psychothérapie qui avait dit et énoncé « ce que je n'exprime pas s'imprime ». Et donc, en complément, ce que j'exprime se désimprime. Et donc, nous, on rajoute un peu cette phrase « ce que je joue de moi ne se joue plus de moi » et bien sûr, ce que je ne joue pas de moi se joue de moi. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup vers la roue des personnages et vers la théâtralisation de nos formes dans leur aspect de déterminisme, très souvent traumatique pour beaucoup, mais pas tout le temps. Des fois, il y a des déterminismes parfumés. Ils sont difficiles à voir. Et donc, il y a un trésor, c'est-à-dire que cette matière, quand elle est soumise au feu d'observance, il y a une alchimie que cette matière va devenir la matière vers l'accomplissement. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce qui m'est arrivé, ce pourquoi je suis arrivé, ce que je vais devenir, à condition que je l'éclaire. C'est-à-dire que si je suis animé par ça sans m'en rendre compte, je suis poussé, ballotté, avec plus ou moins de chance ou de succès ou de malheur, mais quelque part, le résultat de ce que je vis ne dépend pas vraiment de moi en tant que soi, mais simplement des circonstances de la vie et des talents que j'ai et de la rencontre entre le contexte et l'époque et moi, qui fait que j'ai du succès ou pas, ou de la douleur ou des malheurs. Quand je prends conscience et que j'éclaire ça et que je prends cette matière, eh ben, tout ce cheminement va amener une alchimie où je vais aller vers du déterminisme vers l'accomplissement. C'est-à-dire qu'il y a un secret, un trésor qui est de l'ordre du destin. Il y a dans chaque roue de personnes de construction caractérielle, il y a, si je l'accepte, un destin particulier. Et il y a des choses que rien ni personne ne fera mieux que toi, Delphine. Il y a des choses que rien ni personne ne fera mieux que vous, les uns et les autres, mais à la condition d'aller se retourner dans un premier temps, de retourner le gant, de prendre ce temps de faire apparaître cette matière pour pouvoir l'alchimier. Parce que je ne peux alchimier qu'une matière qui existe, qui est là, que j'ai vue, qui est consciente. Sinon, je n'alchimie rien. Sinon, je suis que résilient, c'est-à-dire je suis que rebondissant. Il m'est arrivé quelque chose et je rebondis. Ça n'est pas de la conscience. La résilience n'est pas de la conscience. Et alors, il y a des résiliences plus ou moins positives, plus ou moins agréables, plus ou moins ceci dans le temps. Et donc, c'est vraiment important. Donc, je peux être résilient en devenant méditant. Je peux être résilient en devenant danseur artiste. Je peux être résilient en me cachant dans une fausse passion qui est la comptabilité, par exemple.
etc., etc. Je n'ai rien contre Donc, les comptables. et des fois, il y en a qui prennent la gestion à cœur. Qui aiment ça et qui sont juste. Mais donc voilà, donc il y a un secret et c'est important pour moi de dire ça parce que je pense que dans le contexte actuel et avec ce que nous vivons, c'est du même ordre aussi. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui est liée aussi à ce manque d'accomplissement. Oui. Et donc, si nous voulons un peu participer quelque part à la mutation du monde, commençons à aussi faire la mutation de notre propre route déterministe pour ne plus la subir, pour ne plus être animé par elle d'une manière inconsciente, mais que de la voir et de commencer à surfer, à décider de naviguer avec. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on sait naviguer, on peut même remonter à contre-courant. C'est-à-dire que même si les forces, les dynamiques de mon imprégnation sont contraires à mes aspirations, je peux remonter et aller à destination à contre-courant. Mais il faut que je connaisse les courants, il faut que je connaisse le vent, il faut que je sache naviguer. Sinon, je suis poussé par les éléments. C'est vraiment exactement la même chose. Bon, accomplissons-nous. Accomplissons-nous. Il y a un édito du Wu Tao qui apparaîtra dans quelques temps sur la voie héroïque du Wu Tao. Donc, j'ai une pensée pour Christine Gatineau qui, a quelques années, avait créé des ateliers et des stages, des séminaires autour de graines d'héroïne et graines de héros, avec cette idée que nous avions tous ce potentiel d'héroïne et de héros, que ce n'était pas un acte singulier ou solitaire plutôt. Voilà. Et je pense que peut-être plus que jamais, c'est d'actualité que nous osions faire cet acte intérieur d'accomplissement. Notre naissance a déjà été un acte héroïque. Un acte héroïque. Là, donc, de nous accomplir dans cette voie noble et héroïque, et de vraiment que chacune et chacun d'entre nous puisse ressentir ça au plus fort de son être et au plus intime de son être. Et ben, merci à vous deux pour ce moment. Et puis, eh bien, on parle d'héroïsme, d'accomplissement, aussi de subjectivité éclairée. J'ai une pensée qui vient de me traverser, mais j'ai une pensée pour les Antilles ce soir, où voilà, la Guadeloupe, la Martinique s'élèvent et s'éveillent. Je trouve dans le silence profond des métros, comme nous sommes appelés quand nous vivons en métropole. J'y vois peu de solidarité. Je ressens, avec ma subjectivité éclairée, je ressens peu de solidarité et je regarde en moi, femme blanche, qui ait pu partir en Guadeloupe pour accompagner des événements d'éveil, de conscience aux Antilles, mais aussi plus jeune pour aller me dorer la pilule au soleil et dans une inconscience totale. Et je m'invite à vraiment plonger dans ce réveil qui se vit aux Antilles et ce que ça raconte et ce que ça parle de moi aujourd'hui et ce que ça m'amène à regarder en moi et d'agir aussi. Voilà. Donc, je pense aux Antilles, je pense à la Guadeloupe, je pense à la terre des Antilles. Immanou, je sais que tu y es sensible aussi, et que Paul aussi, et que Soliane aussi, et que toutes les personnes du Wu Tao. Et je trouve quelque chose qui se réveille. Il y a des volcans éteints sur la terre de Guadeloupe et la terre de Martinique, mais certains disent que les anciens volcans sont toujours amenés à se réveiller. Eh bien, je nous souhaite vraiment de nous plonger dans ce que nous parlent et nous racontent les Antilles aujourd'hui, dans ce qui s'y passe. Voilà. Et Delphes, pense tes mots. Et je vous partage aussi quelques partages qu'il y a eu pour cette soirée. Donc, une personne déjà est très contente d'arriver là pour ce bel hasard dans cette soirée. Marie-Aliette alors, nous redonne aussi des phrases qui sont arrivées. L'état d'observance n'est pas l'observation ni l'observateur. Judith, par son regard, par son miroir, par son amour, être peintre du vivant, juste pour de l'amour de l'art et rien d'autre. Dans l'art, j'accepte de me voir et que les autres me voient.
Virginie, process très intense de se regarder dans le miroir, de se laisser voir, de se voir soi-même et les formes de son visage derrière le miroir, de se laisser surprendre. Beau partage aussi de Corinne qui témoigne dans mon état de grande fatigue lié au Covid, se rejoue la nécessité d'accueillir mon bébé intérieur qui m'a été révélé à la vue de ma petite fille Lucia, qui a 1 semaine aujourd'hui. Donc, bienvenue Lucia, Corinne. Dans son bain, une émotion intense a émergé et d'un coup, les tensions dans l'occiput ont lâché et mon bassin s'est abandonné. J'ai pu sentir l'onde du Wu-Tao me traverser dans un profond lâcher-prise. Voilà. Waouh. Wow. Merci d'ouvrir cet espace de nudité et Lucia en plus la lumière. Donc, bienvenue à notre lucidité aussi. On en a besoin. Merci Lucia. Merci d'ouvrir Judith, merci d'ouvrir cet espace de nudité. Marie-Aliette, il faut de la matière pour alchimier, il faut du plomb pour le transformer en or. Oui. Voilà, donc merci à vous toutes et tous pour cette soirée. Merci Immanou et Paul, merci Céline qui est là derrière l'écran pour nous accompagner. Et merci Marie-Aliette aussi qui nous relaie aussi tous vos messages. On vous souhaite une très très douce soirée. On se retrouve mardi prochain pour un Wu-Tao Live sur une thématique que nous n'avons pas encore révélée, mais qui sera sans doute liée sur le thème de la reliance et sur le thème de la tribu et de la nécessité aujourd'hui de ces tribus de reliance et de ce mycélium qui se tisse entre nous. Mais voilà, à découvrir un peu plus en détail. Puis nous aurons donc Ramine et Xenia du village de Pourgues qui nous feront le plaisir d'être là. En attendant, très douce soirée. Et ce sera Aruna demain. Au revoir tout le monde. Ah, c'est Aruna. Alors, c'est Aruna mardi prochain, je me suis trompée. Aruna Lipschitz sur le thème de la liberté. Voilà, très douce soirée, à très vite. À bientôt. Merci.